Stonehenge. 6 tonnes de grès, traînés sur 750 kilomètres. Des blocs de 25 tonnes, dressés sans roues, sans métal, sans bête de trait. Des silhouettes grises qui montent d'une plaine nue sous un ciel immense. Comment des hommes du néolithique ont-ils fait cela? Et pourquoi sont-ils allés chercher une seule pierre à l'autre bout de l'île? Ces silhouettes ont un nom, Stonehenge. Sur plus de 900 cercles de pierre en Grande-Bretagne, un seul ne compte aucune pierre du pays, celui-ci. Pour comprendre, il faut remonter 5000 ans, sur une plaine que rien ne désignait. Sur le plateau crayeux du Wiltshire, le vent ne rencontre rien. Pas un relief, pas une forêt, pas un mur. Il traverse la plaine de Salisbury d'un bout à l'autre et l'herbe se couche devant lui par longues vagues. Sous cette herbe, à quelques centimètres à peine, commence la craie, une roche blanche et tendre qui s'effrite entre les doigts. On peut marcher une journée entière sur ce plateau sans rencontrer une seule pierre digne de ce nom. Voilà le premier fait, et il déplace aussitôt toute la question. À l'endroit où se dresse le monument de pierre le plus célèbre du monde, il n'y a pas de pierre. Ailleurs dans l'île, les cercles de pierre levés ont presque tous été bâtis avec ce que le sol offrait sur place. Granit, calcaire, blocs erratiques ramassés dans les champs voisins. Les bâtisseurs prenaient la matière sous leurs pieds, et cela paraissait aller de soi. Sur la plaine de Salisbury, cette solution n'existait pas. Chaque bloc devait venir d'ailleurs, et chaque kilomètre parcouru se payait en vie humaine, en bois, en cordes et en années. Rien pourtant ne désignait cet endroit. Il n'y a ici ni sommet, ni gorge, ni rocher remarquable. La rivière la plus proche, l'Avon, coule à près de 3 kilomètres. Le plateau est ouvert à tous les vents, dépourvu d'abri naturel et sans le moindre avantage défensif. Sur des centaines de lieux possibles, c'est celui-là qui a reçu l'effort le plus colossal de toute l'Europe néolithique. Ce choix reste l'une des énigmes les plus tenaces du dossier et il commande tout le reste. Pour comprendre ce que voyaient les hommes de 3000 ans avant notre ère, il faut effacer presque tout du paysage moderne. L'île est peuplée de communautés d'agriculteurs installés depuis un millénaire environ. Ils élèvent des bœufs et des porcs, cultivent l'orge et le blé, vivent dans des maisons de bois et de torchis. Ils n'ont ni écriture, ni métal, ni roue. Leurs outils sont de silex, d'os et de bois de cerf, et leurs haches polies circulent d'un bout à l'autre du pays par des réseaux d'échanges déjà anciens. Une comparaison situe l'époque mieux que tout. Quand le premier fossé s'ouvre sur ce plateau, la grande pyramide de Gizeh n'existe pas encore, et elle ne sera élevée que près de 5 siècles plus tard. Ce monde n'a rien de primitif, et il n'est pas isolé. Sur la rive opposée de la Manche, en Bretagne, les grands menhirs du Morbihan se dressent depuis des siècles, certains depuis plus de 1000 ans. Les alignements de Karnak, ces armées de pierres plantées par milliers, sont plus anciens que le premier fossé de Stonehenge. Inscrit au patrimoine mondial le 12 juillet 2025, il rappelle une évidence souvent oubliée. Le mégalithisme est né sur la façade atlantique de l'Europe, et il a voyagé le long des côtes bien avant d'atteindre la plaine de Salisbury. Sur cette plaine, d'ailleurs, les hommes travaillaient déjà la terre à grande échelle. Vers 3500 ans avant notre ère, 5 siècles avant le premier fossé du monument, ils avaient creusé le cursus, 2 fossés parallèles courant sur près de 3 kilomètres, séparés par une centaine de mètres, orientés d'est en ouest. Personne ne sait à quoi servait cette immense allée. Elle représente pourtant des dizaines de milliers de journées de travail, exécutées sans autre outil qu'un bois de cerf et une omoplate de bœuf. Aujourd'hui, il ne reste presque rien à voir. En marchant sur le tracé du cursus, on ne distingue qu'une dépression douce dans l'herbe, une ombre à peine plus sombre que le reste du pré. C'est en fin de journée que le relief revient, quand la lumière rasante accroche les bords du fossé comblé et redessine, l'espace d'une heure, la ligne tracée il y a 5500 ans. Les morts, eux aussi, étaient là avant les pierres. Le plateau est semé de longs tumulus de terre, allongés comme des coques de bateaux renversés, où les communautés déposaient les ossements de leurs défunts. Ces tombes collectives précèdent le monument de plusieurs siècles. Avant d'être un paysage de pierre, la plaine de Salisbury était donc un paysage funéraire,
un territoire des ancêtres marqué par la terre et par le bois. Et l'histoire remonte plus loin encore. En 1966, lors du creusement d'un parking à quelques dizaines de mètres du monument, des ouvriers mirent au jour de grandes fosses. L'analyse les data d'environ 8000 ans avant notre ère. Elles avaient reçu d'énormes poteaux de pin, larges de plus d'un demi-mètre, dressés par des chasseurs-cueilleurs, 4000 ans avant que l'agriculture n'atteigne l'île. À 2 kilomètres de là, une source appelée Bleakmead livre des milliers d'ossements de roc et des traces de fréquentation étalées sur des millénaires. Cette source a une particularité que l'on remarque immédiatement. Son eau garde une température presque constante et ne gèle pratiquement jamais, même au cœur de l'hiver. Les silex noirs qui séjournent dans son lit prennent sous l'effet d'une algue une teinte rose vif que l'on n'attend pas dans une eau claire. Pour des chasseurs suivant les troupeaux, un point d'eau tiède, poissonneux et coloré n'était pas un détail. C'était un repère, transmis de génération en génération. Reste la question centrale de ce lieu, et la réponse est venue d'une tranchée. En 2013, une équipe fouillant le tracé de l'avenue, la voie de terre qui relie le monument à la rivière, a dégagé sous la couche archéologique quelque chose d'entièrement naturel. Une série de bandes parallèles, crêtes et sillons, sculptés dans la craie à la fin de la dernière glaciation par les cycles de gel et de dégel. Ces stries périglaciaires courent selon un axe précis, le même que celui du lever du soleil au solstice d'été et de son coucher au solstice d'hiver. L'interprétation la plus simple, retenue par les fouilleurs, tient en une phrase. Le sol avait tracé la ligne avant les hommes. Sur une pelouse rase, ces bandes se disaient à l'œil nu, plus claires là où la craie affleurait, plus sombres dans les creux où l'herbe poussait mieux. Une piste naturelle, longue de plusieurs centaines de mètres, pointant exactement vers le soleil des solstices. Il s'agit d'une hypothèse et non d'une preuve, car aucun texte ne dira jamais ce que ces gens ont pensé. Mais elle explique, mieux que tout autre, pourquoi cette plaine banale a été choisie. Le lieu, en somme, s'est désigné lui-même. La craie tendre offrait un sol facile à creuser au bois de serre, assez cohérent pour tenir des parois verticales et pour conserver le moindre trou de poteau pendant des millénaires. Le terrain offrait une orientation. La mémoire des lieux, entretenue depuis le Mésolithique, offrait la légitimité. Tout était là, sauf l'essentiel. Car la craie ne donne pas de pierre. Aucun des blocs que l'on admire aujourd'hui n'appartient à cette plaine. Les plus proches ont été traînés sur 25 kilomètres, les suivants sur 225, et un seul, le plus mystérieux de tous, sur 750. Le nom même du site n'y change rien. Stonehenge est un mot anglais médiéval qui signifie à peu près les pierres suspendues, forgées des milliers d'années après la construction. Nous ignorons comment ces bâtisseurs l'appelaient. Nous savons seulement qu'ils ont choisi une plaine sans pierre pour y élever un monument entièrement fait de pierres apportées. Le bruit ne ressemble à rien de ce que l'on entend aujourd'hui sur un chantier. Un choc sourd, mat, puis le craquement sec de la craie qui cède. L'outil est un bois de cerf élaphe, ramassé au printemps quand l'animal le perd, taillé de manière à ce que le premier andouillé serve de pointe. On l'enfonce dans la paroi, on fait levier, un bloc de craie se détache. La pelle est une omoplate de bœuf, le panier une clé d'osier, rien d'autre. Pas une pièce de métal, pas une roue, pas un attelage. Et pourtant, autour de ce point de la plaine, des centaines d'hommes et de femmes creusent un fossé circulaire de près de 110 mètres de diamètre, large de 5 à 6 mètres, profond par endroits de 2 mètres. Plusieurs milliers de mètres cubes de craie déplacés à la main, des dizaines de milliers d'heures de travail pour un ouvrage qui ne protège rien et n'abrite personne. Au fond de ce fossé, les fouilleurs ont retrouvé des dizaines de pics en bois de serre. Ils n'avaient pas été jetés là par lassitude. Beaucoup reposaient soigneusement disposés, déposés à plat sur le sol du fossé avant que celui-ci ne commence à se combler. Ce détail a une conséquence immense. Le bois de serre est de la matière organique, et la matière organique se date. Ces outils abandonnés avec intention ont livré la naissance du monument.
environ 3000 ans avant notre ère. Les hommes qui les ont posés là ne le savaient pas, mais ils ont signé leur travail. Le fossé lui-même raconte autre chose. Vu d'avion, il paraît régulier. Observé en coupe, il ne l'est pas du tout. Ce n'est pas une tranchée continue, mais une succession de segments creusés séparément, de profondeur et de largeur inégales, certains descendant nettement plus bas que leurs voisins. L'explication la plus économique est aussi la plus parlante. Plusieurs équipes ont travaillé côte à côte, chacune sur sa portion, sans chef unique imposant une cote commune. Le premier Stonehenge n'est pas l'ouvrage d'un maître d'œuvre, c'est un travail collectif où chaque groupe apportait sa part et l'a creusé à sa façon. Il faut imaginer le résultat au jour de son achèvement, car il n'a plus rien à voir avec ce que l'on voit aujourd'hui. La craie fraîchement exposée est d'un blanc éclatant, presque douloureux sous le soleil. Le déblai avait été rejeté vers l'intérieur pour former un talus, blanc lui aussi, haut de près de 2 mètres. Sur l'herbe rase du plateau, cet anneau brillait à des kilomètres à la ronde, visible depuis des hauteurs voisines comme une marque tracée à la chaux sur un tissu vert. Le sanctuaire le plus célèbre du monde a commencé sa vie non pas comme un cercle de pierres grises, mais comme un cercle de lumière blanche. À l'intérieur de cet anneau, les bâtisseurs ont creusé 56 fosses, disposées en cercle sur un diamètre d'environ 87 mètres. Elle porte le nom d'un antiquaire du XVIIe siècle qui, le premier, remarqua les dépressions régulières marquant la pelouse. Chacune mesure à peu près 1 mètre de large et le cercle qu'elle dessine est d'une régularité remarquable pour des gens dépourvus d'instruments de mesure. Une corde tendue autour d'un piquet suffit à tracer un cercle parfait. Y répartir 56 points à intervalles presque égaux relève déjà d'un savoir-faire réfléchi. Ce que ces fosses ont contenu constitue l'un des points les plus discutés du dossier. Le fond de plusieurs d'entre elles présente une craie tassée, écrasée, comme sous une charge lourde. Certains chercheurs y voient l'empreinte de poteaux de bois, d'autres celle des premières pierres bleues, plantées là avant d'être déplacées. Le débat reste ouvert. Mais un fait, lui, ne l'est pas. Dans ces fosses et dans le fossé, les archéologues ont mis au jour des ossements humains brûlés. Les fouilles des années 1920 en avaient recueilli une quantité considérable avant de tout réinhumer dans une seule des fosses, faute de méthode pour les étudier. Rouvert en 2008, ce dépôt a livré les restes d'au moins 58 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, incinérés puis déposés ici sur une période de plusieurs siècles. C'est l'un des plus vastes cimetières connus du néolithique britannique et il occupe le cœur exact du monument. Un corps adulte, une fois passé au bûcher, ne pèse plus que 2 à 3 kilos. Un être humain entier tient alors dans un sac de peau que l'on porte d'une seule main, contre soi, sur des jours de marche. C'est précisément ce qui semble s'être produit. L'analyse isotopique des ossements a montré qu'une part notable des défunts n'avait pas grandi sur la craie du Wiltshire. Leur signature chimique renvoie vers l'ouest de l'île, vers les régions anciennes qui fourniront plus tard les pierres bleues. Bien avant que le premier bloc ne prenne la route, les êtres humains, eux, faisaient déjà le voyage. Et le soleil était là dès l'origine. 5 kilomètres à l'est du monument, sur une hauteur dominant le village de Bulford, des fouilles menées entre 2015 et 2017 ont dégagé 48 fosses, remplies de tessons, d'ossements d'animaux et d'éclats de silex. 2 d'entre elles ne ressemblaient pas aux autres. Leurs parois s'évasaient vers le haut, leur remplissage était fait de gravats de craie tassés et l'une conservait du charbon de frêne. Ce sont des trous de poteaux qui ont maintenu 2 mâts de bois de 3,5 mètres à 4 mètres de haut, épais de près d'un demi-mètre, plantés à 120 mètres l'un de l'autre. La ligne qui les joint pointe vers le lever du soleil au solstice d'été tel qu'il se produisait à cette époque, et elle est parallèle à l'axe de Stonehenge. La datation situe l'ensemble autour de 2950 ans avant notre ère, soit 5 siècles avant la première grande pierre dressée sur la plaine. Cette annonce est si récente, rendue publique en juin 2026, quelques jours avant le solstice, qu'elle ne figure encore dans aucun livre consacré au monument. Si elle vous surprend autant qu'elle a surpris les spécialistes, un pouce levé aidera cette enquête à trouver d'autres curieux. La prudence s'impose néanmoins, et les chercheurs eux-mêmes la réclament.
Deux trous de poteau ne font pas une démonstration. L'orientation présente un écart d'1 degré, que l'épaisseur des mâts suffit peut-être à expliquer, et plusieurs archéologues estiment le raisonnement fragile tant que d'autres alignements n'auront pas été trouvés. L'un des fouilleurs propose d'ailleurs une lecture plus modeste. Le site aurait pu servir de campement aux équipes qui creusaient, non loin de là, l'anneau de craie. Reste l'essentiel, et il tient en une image. Pendant 5 siècles, il n'y eut ici ni linteau, ni portique de pierre, ni colonnade de grès. Il y eut un anneau blanc tracé au bois de serre, une ligne tendue vers le soleil, du bois planté dans la craie, et des morts, déposés au centre, par poignées. Quand les premières pierres arrivèrent enfin, elles ne fondèrent rien du tout. Elles vinrent meubler un sanctuaire qui existait avant elles. Ces hommes ne cherchaient pas un endroit où bâtir, ils cherchaient de quoi équiper un lieu qu'ils tenaient déjà pour le centre de leur monde. Et c'est pour cette raison que la provenance des blocs comptait davantage que la distance à parcourir. Au cœur de l'hiver, il y a 4500 ans, la vallée de l'Avon sent la fumée et la graisse brûlée. Des feux par dizaines, des carcasses ouvertes, de la viande qui grésille sur les braises, et un froid mordant qui rabat les fumées vers le sol. À 2,5 km seulement du grand anneau de craie, sur la rive de la rivière, plusieurs milliers de personnes sont réunies pour quelques jours. Elles ne sont pas venues travailler, elles sont venues manger ensemble. Les fouilles menées sur ce site, appelé Durrington Walls, entre 2004 et 2007, ont exhumé des dizaines de milliers de fragments d'os d'animaux. La proportion est écrasante et sans équivalent dans la Grande-Bretagne néolithique. Près de 9 sur 10 appartiennent au porc. L'état des os en dit encore davantage. Beaucoup portent encore les traces d'une viande abandonnée avant d'être consommée jusqu'au bout. Les os longs n'ont pas été systématiquement fendus pour en extraire la moelle, ce que fait toujours une population qui a faim. Ces gens ne survivaient pas, ils gaspillaient. Et le gaspillage est une signature aussi fiable qu'un objet daté. Il désigne la fête. L'usure des dents fournit la saison. Les porcs abattus avaient pour la plupart environ 9 mois, et les truies mettent bas au printemps. Les grands rassemblements avaient donc lieu en plein hiver, dans la période la plus sombre et la plus froide de l'année, celle où l'on ne cultive rien et où les déplacements coûtent le plus cher. Le village lui-même a été retrouvé sous le talus de l'enceinte. Des maisons carrées d'environ 5 mètres de côté, aux murs de clayonnage enduits de torchis, avec un foyer d'argile au centre, et le long des parois, les traces de coffres et de couchage. Le sol est fait de craie damée. Il suffit de quelques jours d'occupation pour qu'il devienne lisse et brillant sous les pieds nus, presque poli, et l'on distingue encore autour des foyers les zones creusées par le passage répété des mêmes gestes. Dans une pièce pareille, la chaleur est immédiate, l'air épais, la fumée cherche le toit de chaume, et l'odeur du bois vert imprègne tout. Le nombre de ces maisons stupéfie encore les spécialistes. Plusieurs centaines, peut-être un millier, ont pu se dresser là. À cette date, il s'agit probablement de la plus vaste agglomération connue en Europe du Nord-Ouest. Or, elle n'a pratiquement pas duré. Les datations resserrent l'occupation autour de 2500 ans avant notre ère, sur une période brève, et le mobilier ne présente aucune des accumulations d'une vie ordinaire. On n'y trouve ni fortification, ni entrepôt, ni palais. Deux bâtiments un peu plus grands, isolés dans leur propre enclos, forment les seules exceptions notables au milieu d'un tissu de maisons rigoureusement semblables. Ces gens possèdent donc un visage archéologique précis, des agriculteurs et des éleveurs, capables de mobiliser une main-d'œuvre considérable pendant la morte saison, de la loger, de la nourrir et de la renvoyer chez elle. Et pourtant, le nom que la mémoire populaire associe au monument n'est pas le leur. Une analyse publiée en 2019 a ajouté la pièce la plus troublante du dossier. Les isotopes du strontium, du soufre et de l'oxygène conservés dans les dents des porcs indiquent la géologie et le climat des lieux où les bêtes ont grandi. Les résultats dispersent les origines à travers toute l'île, l'ouest du pays de Galles, le nord-est de l'Angleterre, l'Écosse. Des animaux vivants, conduits sur des centaines de kilomètres à travers des forêts, des marais et des rivières jusqu'à cette vallée du sud de l'Angleterre.
Le plateau de Salisbury regorgeait pourtant de bons pâturages, et un porc du Wiltshire aurait nourri exactement de la même façon. Les participants amenaient de loin ce qu'ils avaient sous la main, exactement la logique qui, quelques siècles plus tôt, avait déjà présidé au choix des pierres. Reste la question des prêtres, et elle se règle avec un calendrier. Les druides existent. Ce sont les prêtres, juges et savants des peuples celtiques de l'âge du fer, décrits par des auteurs grecs et romains, et notamment par Jules César dans son récit de la guerre des Gaules. Leur monde est celui du fer, des oppidas fortifiés, de la monnaie et des échanges avec la Méditerranée. Il commence à peu près 2500 ans avant notre époque. Entre le premier fossé creusé au bois de cerf sur la plaine de Salisbury et le premier druide dont un texte ait gardé la trace, il s'est écoulé davantage de temps qu'entre ce druide et nous. Quand les prêtres celtiques apparaissent, le monument est déjà une ruine antique, abandonnée depuis 1000 ans, dont plus personne ne connaît le sens. L'origine de la confusion se laisse dater avec précision. Au XVIIe siècle, l'antiquaire John Aubrey, celui-là même dont les 56 fosses du premier cercle portent aujourd'hui le nom, parcourt les cercles de pierre britanniques et écarte avec un flair remarquable les deux explications alors dominantes. Ces monuments ne sont ni romains ni danois, affirme-t-il, mais l'œuvre des habitants de l'île avant toute conquête. Sur ce point, il voit juste, et il a un siècle et demi d'avance. Il lui manque seulement un moyen de savoir de combien de temps il parle. Les seuls prêtres indigènes que mentionnent ces sources écrites sont les druides. Il conclut donc à des temples druidiques. Au XVIIIe siècle, l'érudit William Stukeley reprend l'idée, la développe et lui donne la force d'une évidence populaire. Le romantisme fait le reste et les ordres druidiques fondés à partir de cette même époque adoptent naturellement le lieu. La première grande cérémonie moderne au pied des pierres date de 1905. Il ne s'agit donc pas d'une invention, encore moins d'une dissimulation. Il s'agit d'une erreur de chronologie, commise à une époque où aucune méthode ne permettait de dater quoi que ce soit, et où l'écrit demeurait la seule mesure du passé. La datation par le carbone 14, mise au point au milieu du XXe siècle, a tranché en quelques années ce que 3 siècles d'érudition n'avaient pu résoudre. Aujourd'hui, Durrington Walls ne se remarque presque plus. Une route passe à côté, un talus très bas ondule dans les champs, et rien n'indique aux promeneurs qu'il traverse l'emplacement du plus grand village de son temps. Les maisons de craie polie, les foyers, les carcasses de porcs et les milliers de participants venus des 4 coins de l'île ont disparu sous la prairie, à quelques minutes de marche du monument qu'ils ont bâti. Les véritables auteurs des pierres n'ont laissé aucun nom, aucun portrait, aucun signe. Ils ont laissé leur régime alimentaire, leur saison de rassemblement, la surface de leur maison et la géographie de leurs invités. Cela suffit à comprendre une chose essentielle sur le sanctuaire lui-même. Il n'a jamais été le lieu de culte d'une communauté locale. Il fut, dès l'origine, le point de convergence d'une île entière, et c'est cette échelle-là qui rend concevable l'effort insensé consenti pour aller chercher chaque bloc ailleurs. Sur les hauteurs du Preseli, dans le sud-ouest du pays de Galles, une paroi rocheuse porte une entaille que rien de naturel n'explique. L'affleurement s'appelle Carn Gudog. Il se présente comme un mur de colonnes verticales, serrées les unes contre les autres, hautes de 2 à 3 mètres, séparées par des fissures naturelles nées du refroidissement de la roche il y a des centaines de millions d'années. Sur ce mur, à hauteur d'homme, une place est vide. Une colonne manque. Le négatif qu'elle a laissé dans la falaise est net, anguleux, et sa section correspond à celle d'un pilier qui se dresse aujourd'hui à 225 km de là, sur une plaine crayeuse du sud de l'Angleterre. Les fouilles conduites sur ce site et sur un second affleurement voisin, Craig Rosifelin, entre 2011 et 2016, ont dégagé ce qu'aucun manuel n'attendait à cet endroit, une carrière néolithique intacte. Au pied de la paroi, des plateformes de pierre sèche soigneusement montées, destinées à recevoir le monolithe une fois décollé, à hauteur d'attelage. Des rampes de terre menant vers le bas de la pente. Des coins de pierre abandonnés dans les fissures, encore en place là où ils avaient été enfoncés. Du charbon de bois et des noisettes brûlées, restes de repas pris sur le chantier, qui ont livré les dates.
L'activité se concentre autour de 3400 à 3200 ans avant notre ère. La géologie faisait ici la moitié du travail. La roche se débitant d'elle-même en piliers réguliers, il n'était pas nécessaire de tailler quoi que ce soit. Il fallait insérer des coins dans une fissure, faire levier et recevoir la colonne sur la plateforme préparée avant qu'elle ne se brise au sol. La carrière ne produisait pas des blocs, elle en cueillait. L'un de ces piliers n'est jamais parti. Il repose au pied de craies grosifélins, dégagés de la paroi, calé sur ses supports, prêt au départ, abandonné là il y a 5000 ans, pour une raison que personne ne connaîtra jamais. Par temps sec, il paraît gris, terne, semblable à toutes les pierres du versant. Sous la pluie qui balaie ces collines presque sans interruption, sa surface fonce et vire au bleu sombre, et des taches claires apparaissent, blanches ou rosées, semées dans la masse comme des éclaboussures. C'est de là que vient le nom donné à ces monolithes. Les pierres bleues ne sont bleues que mouillées. Le terme, en réalité, recouvre plusieurs roches différentes. Pour la plupart, une roche volcanique sombre et mouchetée, à quoi s'ajoutent d'autres roches nées du feu et quelques grès. Toutes proviennent du même massif gallois, et toutes partagent une caractéristique décisive, leur poids. 2 à 5 tonnes, 2 mètres environ hors du sol. Un monolithe que 60 à 80 personnes suffisent à mouvoir, là où les géants de grès de la plaine en exigeront des centaines. Les estimations varient sur leur nombre initial, quelque part entre 60 et 80. 43 subsistent aujourd'hui. Et c'est précisément cette modestie qui rend l'affaire déroutante. 225 km à vol d'oiseau séparent le Preseli de la plaine de Salisbury. Par voie de terre, il faut compter davantage, avec des rivières à franchir, des marais à contourner, des forêts épaisses à traverser. Sur ce trajet, on rencontre des dizaines de gisements de roches dures parfaitement adaptés, dont certains à quelques heures de marche du but. Aucun n'a été retenu. Les bâtisseurs ont choisi ces collines-là, à l'extrémité occidentale du pays, et ils s'y sont tenus pendant des générations. Les premiers de ces monolithes n'atteignirent pourtant la plaine de Salisbury que vers 2600 ans avant notre ère, plusieurs siècles après l'ouverture des carrières. Ce décalage a longtemps intrigué. Une hypothèse avancée en 2021 propose une explication qui va plus loin que la simple préférence pour une roche. À une dizaine de kilomètres des carrières, sur un plateau venteux nommé Wound Mound, subsistent 4 pierres levées, dont 3 couchées, disposées sur un arc de cercle. En prolongeant cet arc, les fouilleurs ont mis au jour des fosses vides, alignées sur un cercle dont le diamètre avoisine 110 mètres. L'une de ces fosses a conservé l'empreinte du pilier qu'elle avait tenu, et cette section, de forme pentagonale inhabituelle, correspond à celle d'une pierre bleue actuellement dressée sur la plaine anglaise. L'interprétation proposée est spectaculaire. Un cercle gallois démonté, transporté et remonté ailleurs. Cette lecture ne fait pas l'unanimité. D'autres spécialistes soulignent le très petit nombre de pierres conservées, la difficulté d'établir que le cercle fut jamais achevé et la fragilité des datations sur des fosses vides. Une pièce plus récente est venue s'ajouter, et elle vient du monument lui-même. En 1924, des fouilleurs avaient dégagé près de l'entrée sud une mâchoire de bovin déposée avec soin. Elle fut consignée, rangée et oubliée pendant un siècle. Reprise récemment, elle a été datée entre 2995 et 2900 ans avant notre ère. L'analyse, publiée en 2025, a porté sur une seule dent, la troisième molaire, découpée en 9 tranches horizontales. Chaque tranche enregistre un moment précis de la deuxième année de vie de l'animal. L'oxygène raconte 6 mois, de l'hiver à l'été. Le carbone montre un régime qui bascule du fourrage forestier à la pâture ouverte sur des terrains géologiquement différents. Le plomb, enfin, présente un pic brutal à la fin de l'hiver, signant une roche beaucoup plus ancienne que la craie du Wiltshire, du type de celle qui affleure précisément dans les collines du Preseli. L'étude des protéines a livré le reste. Il s'agissait d'une femelle, probablement gestante ou allaitante pendant cette période. Une vache venue de l'ouest, déposée à l'entrée du sanctuaire à la date même où celui-ci prenait forme. Les chercheurs se gardent d'en tirer plus que ce que la dent contient. Elle ne prouve pas que des bœufs aient tiré les monolithes.
Elle établit un fait plus sobre et plus solide. Des animaux de trait faisaient déjà, à cette époque, le trajet entre les collines galloises et la plaine. Et un attelage change complètement les calculs, car il déplace une charge que les seuls bras humains peineraient à mouvoir. Aujourd'hui, ces pierres bleues sont les grandes oubliées du site. Basses, irrégulières, plantées à l'ombre des colosses de grès qui les dominent de plusieurs mètres, elles retiennent rarement le regard des visiteurs. Elles sont pourtant arrivées les premières, et de bien plus loin que tout ce qui les entoure. Elles n'ont jamais été un matériau, elles étaient un lieu que l'on emportait avec soi, une colline transportée sur 225 kilomètres pour être replantée au centre de l'île. L'enquête décisive n'a pas commencé sur la plaine de Salisbury, mais dans des tiroirs de musées. En 2024, une équipe réunissant des géologues australiens, gallois et anglais s'est vue refuser, comme tous ses prédécesseurs, l'autorisation d'entamer le monument. On ne prélève pas un échantillon sur une pierre classée. Les chercheurs ont donc travaillé sur ce qui traînait déjà dans les collections. Des éclats détachés lors de fouilles anciennes, certains recueillis dans les années 1840, étiquetés à la plume, rangés dans des boîtes et oubliés pendant près de 2 siècles. 2 fragments minuscules, quelques grammes de grès, ont suffi à réécrire une page entière de la préhistoire européenne. Le bloc concerné est le plus discret de tout l'ensemble, et cela tient du paradoxe. Il occupe le centre exact du fer à cheval intérieur, à l'endroit vers lequel converge l'axe du site, et presque aucun visiteur ne le remarque. Long de près de 5 mètres, large d'1 mètre, épais d'une cinquantaine de centimètres, il pèse environ 6 tonnes. Il ne se dresse pas, il repose à plat sur le sol, à demi enfoui dans l'herbe, écrasé par un montant de grès et son linteau, tombé à une date inconnue et déjà couché sur les dessins du XVIe siècle. Ce qui en dépasse forme une dalle sombre, verdâtre, que l'on prend aisément pour un débris. Sous le soleil rasant, sa surface accroche pourtant la lumière par milliers de points minuscules, car la roche est chargée de paillettes de mica. Aucune autre pierre du site ne brille de cette façon. Son nom lui-même est un malentendu, donné au XVIIe siècle par un architecte convaincu de contempler un temple antique qui voyait dans cette dalle un autel de sacrifice. Rien n'appuie cette lecture. Le nom, lui, est resté. Pendant un siècle, sa provenance a semblé réglée. En 1923, le géologue qui venait d'établir l'origine galloise des pierres bleues examina la dalle centrale et la rattacha au même pays, à des bancs de vieux grès rouge du sud. L'explication était élégante, une passagère de plus dans le grand convoi occidental. Elle fut recopiée pendant 100 ans sans que personne éprouve le besoin de la vérifier. Le premier accroc est venu de la chimie. Des analyses conduites au début des années 2020 ont montré que la composition de la dalle ne correspondait à aucun des bancs gallois candidats. Elle présentait notamment des teneurs en barium anormalement élevées, absentes des gisements du sud du pays de Galles. En 2023, les auteurs de ces travaux publièrent une conclusion que peu de dossiers archéologiques connaissent. La pierre centrale du monument le plus étudié du monde n'avait plus d'origine connue. Il fallait tout reprendre et regarder plus au nord. La méthode employée ensuite mérite d'être comprise, car c'est elle qui a tout tranché. Un grès n'est pas une roche née d'un seul bloc, c'est un sédiment, un assemblage de grains arrachés à des montagnes bien plus anciennes, transportés par les fleuves, puis cimentés. Chacun de ces grains conserve l'âge de la roche dont il provient, car certains minéraux enferment de l'uranium qui se transforme en plomb à un rythme immuable. Mesurer le rapport entre les deux revient à lire une date de naissance. En datant plusieurs centaines de grains, on obtient un profil d'âge qui fonctionne comme une empreinte digitale, propre au bassin d'origine. L'empreinte de la dalle ne correspondait à rien de gallois, ni à rien du sud de l'Angleterre. Elle désignait des roches très anciennes, formées il y a plus d'1 milliard d'années, caractéristiques d'une seule région des îles britanniques, le bassin orcadien, à l'extrême nord-est de l'Écosse. La correspondance a été jugée si étroite que la probabilité d'une coïncidence a été estimée quasi nulle. Le premier auteur de l'étude a résumé la réaction de l'équipe en une phrase, lorsqu'il déclara qu'il n'arrivait pas à y croire. Là-bas,
le paysage n'a rien de commun avec la craie du Sud. Le vent vient de la mer du Nord sans jamais faiblir, les falaises de grès descendent vers l'eau en gradins réguliers, et la même roche verdâtre affleure sur des kilomètres de côte, fendue en dalles plates que la mer arrache et empile au pied des parois. La distance sépare cette pierre de toutes les autres, 750 kilomètres au minimum, mesurés en ligne droite. C'est la longueur de l'île entière, ou presque, du sud de l'Angleterre aux dernières terres écossaises. Aucun mégalithe de cette époque, nulle part en Europe, n'est connu pour avoir parcouru une telle distance. 6 tonnes de grès déplacées d'un bout à l'autre d'un territoire à une époque sans roues, sans métal, sans carte et sans écriture. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quelques semaines après la publication, une seconde étude a examiné les monolithes de 2 grands cercles des Orcades, comparables par la taille et par la roche. Aucun ne correspond, et l'île principale de l'archipel a été écartée. Le bassin orcadien s'étend bien au-delà. Il couvre une bande côtière allant du golfe de Moray jusqu'à la pointe nord de l'Écosse, ainsi que les Shetland. Le point exact reste introuvable. Des équipes y travaillent en ce moment même, échantillonnant les affleurements l'un après l'autre, et l'enquête n'est pas close. Une dernière observation a bousculé la lecture du bloc lui-même. Tout le monde supposait qu'il avait été dressé, puis renversé par la chute des grès voisins. Cette évidence est contestée. Dans le nord-est de l'Écosse existe une tradition unique en Europe. Près d'une centaine de cercles y comportent une immense pierre couchée sur le flanc, encadrée de 2 montants dressés, posés délibérément à l'horizontale. Selon une hypothèse de 2024, la dalle du fer à cheval aurait été couchée dès l'origine, à la manière écossaise, et proviendrait non d'une carrière, mais d'un monument plus ancien, démonté pour l'occasion. Cette lecture reste une proposition, appuyée sur une analogie de forme et sur la géographie, non sur une preuve directe. Elle donne toutefois à l'objet un statut nouveau. Il ne s'agirait pas d'un matériau choisi pour ses qualités, mais d'une pierre ayant déjà vécu, prélevée là où elle tenait un rôle et réinstallée au centre d'un autre sanctuaire, à l'autre extrémité de l'île. Le fait établi, lui, ne bouge plus. Au cœur du cercle repose un bloc venu du nord de l'Écosse, posé là entre 2620 et 2480 ans avant notre ère. Sa présence transforme la nature même de l'énigme. Tant que l'on comptait des kilomètres, la question portait sur la force et sur les techniques. Depuis que l'on connaît cette origine, elle porte sur autre chose, sur ce que représentait une pierre pour ceux qui acceptaient de la traîner pendant des années, et sur ce qu'ils croyaient obtenir en réunissant sur une seule plaine des fragments de l'île tout entière. 10 personnes, une pierre d'1 tonne, un traîneau de bois et une piste de rondins posés à même le sol. En 2016, une équipe archéologique a voulu mesurer ce que coûtait réellement le déplacement d'un monolithe sans roue ni attelage. Le résultat a surpris jusqu'aux organisateurs. Le convoi avançait à près d'1,5 km à l'heure, l'allure d'un promeneur, et l'effort demeurait soutenable pendant des heures. Le secret ne tenait pas à la force, mais à la surface de contact. Sur des rondins alignés, le frottement s'effondre. Il suffit alors de récupérer derrière le traîneau les rails déjà franchis pour les reposer devant lui indéfiniment. Rapporté à une dalle de 6 tonnes, l'expérience donne un ordre de grandeur qui n'a plus rien d'insensé. Une soixantaine de personnes suffisent à mettre la masse en mouvement. La difficulté n'a jamais été de tirer. Elle est de tirer longtemps. Sur 25 kilomètres, l'affaire se règle en quelques semaines et ne sort jamais du territoire familier. Sur 225, elle occupe une saison entière, avec des rivières à franchir et des vallées à contourner. Sur 750, elle change de nature. Il faut nourrir l'équipe pendant des mois, remplacer les rails usés, traverser les terres d'autres communautés, obtenir leur accord, hiverner en chemin, recommencer au printemps. Un tel transport ne relève plus du chantier, il relève de la diplomatie. L'hiver, sur ces latitudes, travaille en faveur des convois. Le sol gelé devient dur comme une chaussée, les fondrières se referment, la neige tassée réduit encore le frottement et les rivières prises supportent le passage.
Le froid, en revanche, saisit les mains sur les cordes de tilleul, raidit les cuirs et fait éclater les rondins mal choisis. Ceux qui déplaçaient ces pierres travaillaient exactement pendant la saison où l'on ne cultive rien, c'est-à-dire au moment précis où les grands rassemblements de la vallée voisine réunissaient des milliers de personnes. 3 routes ont été proposées pour la dalle centrale et chacune se défend. La première est maritime. Longer les côtes paraît plus économique que traverser l'île, et la mer a incontestablement porté des idées. Le style de poterie rainurée apparu dans les îles du nord de l'Écosse vers 3000 ans avant notre ère se retrouve quelques générations plus tard jusque dans le sud de l'Angleterre. Le passage n'en demeure pas moins redoutable. Entre la pointe septentrionale de l'Écosse et les archipels s'ouvre l'un des détroits les plus violents d'Europe, où les marées lèvent des vagues stationnaires et des tourbillons capables d'immobiliser un navire moderne. Surtout, aucune embarcation de cette époque capable de porter 6 tonnes n'a jamais été retrouvée en Grande-Bretagne. Les bateaux à bordage cousu, assez robustes pour de telles charges, appartiennent à l'âge du bronze et arrivent des siècles trop tard. Les chercheurs qui défendent l'hypothèse terrestre s'appuient précisément sur cette absence. La deuxième route est donc celle du sol. Elle suppose des relais successifs, chaque communauté escortant la pierre sur sa portion de territoire avant de la confier à la suivante. Ce scénario a un mérite considérable. Il rend le transport lui-même signifiant. Une dalle passée de main en main sur toute la longueur de l'île n'est plus seulement un matériau qui arrive, c'est un accord qui se noue le long du chemin. La troisième hypothèse écartait purement et simplement les bâtisseurs. Depuis le début du XXe siècle, des géologues ont soutenu que les glaciers avaient charrié les monolithes vers le sud de l'Angleterre et que les hommes n'avaient eu qu'à ramasser des blocs abandonnés sur place. La proposition était sérieuse et elle a nourri un débat de plus d'un siècle. C'est ici que le dossier a basculé. Un glacier ne se déplace jamais discrètement. Il broie la roche, disperse des minéraux étrangers, laisse dans les sédiments une signature reconnaissable qui subsiste des centaines de milliers d'années. En janvier 2026, une équipe australienne a passé au crible les sédiments des cours d'eau qui drainent les environs du monument, à la recherche de cette empreinte. Elle n'a rien trouvé. Aucune trace indiquant que la glace ait jamais atteint cette région. Le transport naturel se trouve donc privé de son mécanisme, et il ne reste qu'une explication debout. Ces pierres ont été déplacées par des hommes. Le point aveugle demeure entier. Pas une ornière, pas un traîneau conservé, pas une pierre abandonnée en chemin sur la moitié nord de l'île, pas une épave, pas une gravure. Entre les deux itinéraires possibles, la science ne tranche pas, et les spécialistes qui s'opposent publient dans les mêmes revues et travaillent sur les mêmes échantillons. Reste un fait dont l'évidence a mis longtemps à s'imposer, parce qu'il ne se voit qu'en levant les yeux de ce cercle pour regarder tous les autres. La Grande-Bretagne compte plus de 900 cercles de pierre. Ils sont bâtis sans exception connue avec la roche du lieu où ils s'élèvent. Ce qui affleurait dans le champ voisin, ce que les glaces avaient déposé sur la lande, ce que la falaise offrait à quelques centaines de mètres. Un seul de ces 900 monuments ne contient pas un gramme de pierre locale. Les grès de son anneau extérieur viennent de 25 km, ses monolithes intérieurs de 225 et sa dalle centrale de 750. Le sanctuaire le plus célèbre du monde est aussi le seul qui n'ait rien emprunté à son propre sol. Une hypothèse formulée en décembre 2024 tire de cette anomalie une lecture d'ensemble. Si chaque bloc provient d'une région distincte et lointaine, le cercle cesse d'être le temple d'une communauté. Il devient une image réduite de l'île entière où l'ouest gallois, le nord écossais et les collines du sud coexistent en un même lieu. Ces auteurs y voient une fonction politique autant que religieuse, un monument d'unification pour les peuples de Bretagne insulaire, célébrant leur lien avec les ancêtres et avec le ciel. La proposition explique élégamment ce que la seule dévotion n'expliquait pas. Pourquoi la provenance des pierres importait davantage que leur qualité. Elle demeure une interprétation, appuyée sur un faisceau solide, l'origine des blocs, celle des animaux consommés lors des fêtes, celle des défunts déposés au centre, mais aucun texte ne viendra jamais la confirmer. D'autres chercheurs y voient une lecture trop moderne, projetant sur le néolithique des notions politiques qui lui seraient étrangères.
Ce qui ne se discute plus, en revanche, tient en peu de mots. Personne n'a apporté ces pierres à la plaine par accident. Chaque bloc a été choisi ailleurs, arraché ailleurs et amené ici au prix de plusieurs générations d'efforts dans un pays où la roche manquait partout, sauf dans les intentions de ceux qui bâtissaient. Une fosse ouverte dans la craie, profonde de plus d'1,50 m. 3 de ses parois sont verticales, taillées net. La quatrième descend en pente douce, comme une rampe. Au fond, contre le côté opposé à la rampe, une rangée de pieux de bois enfoncés à la verticale forme une paroi de renfort. Cet aménagement n'a qu'une fonction, recevoir le pied d'un bloc de 25 tonnes que l'on fait glisser vers le trou et l'empêcher d'écraser la craie en butant. Ce dispositif se retrouve sous plusieurs des grands montants et il constitue la preuve la plus nette que rien, ici, n'a été improvisé. Le matériau change tout à ce stade du chantier. Le grès dit sarcène n'a rien de commun avec les monodites gallois. C'est un grès siliceux d'une dureté exceptionnelle, formé de sable cimenté par de la silice, plus résistant que la plupart des granites. Il ne se débite pas en colonne et il émousse tout outil de pierre en quelques coups. Les blocs se présentent sous forme de dalles massives abandonnées à la surface du sol, résidus d'une couche géologique disloquée par le gel il y a des dizaines de milliers d'années. Leur origine est restée incertaine jusqu'à une date récente. En 2020, une équipe a comparé la composition chimique des montants à celle de gisements dispersés dans le sud de l'Angleterre grâce à une carotte prélevée dans l'un des blocs lors d'une restauration du XXe siècle, conservée 60 ans par un particulier avant d'être restituée. 50 des 50 degrés subsistants partagent la même signature. Ils proviennent d'un secteur boisé des collines de Marlborough, à environ 25 km au nord. Les bâtisseurs n'ont pas ramassé ce qui traînait autour d'eux. Ils sont allés puiser dans une zone unique en écartant des affleurements plus proches. Le programme lui-même se laisse résumer en deux nombres. Vers 2500 ans avant notre ère, les bâtisseurs dressent 30 montants en cercle, coiffés d'autant de linteaux et à l'intérieur 5 portiques géants disposés en fer à cheval, 2 blocs debout et un troisième posé en travers pour chacun. Le poids moyen de ces blocs avoisine 25 tonnes, le plus massif approchant les 40 selon les estimations les plus hautes. Ces chiffres se laissent difficilement concevoir. Un seul de ces montants pèse autant que 2 autobus articulés rangés bout à bout, et l'ensemble en compte plusieurs dizaines. Le trajet de 25 km sur le papier semble modeste. Le terrain en décide autrement. La route descend des collines vers la plaine et présente une pente sévère qu'aucun contournement ne permet d'éviter. Retenir 25 tonnes dans une descente exige plus d'organisation que les tracter en terrain plat, car une masse pareille, lancée sur une pente, ne se rattrape pas. Les cordes constituent une pièce du problème que l'on oublie systématiquement. Aucune n'a survécu, mais l'écorce de tilleul fournissait une fibre souple et résistante, tressée en câble après un long rouissage. Un chantier pareil en consommait des kilomètres. Derrière chaque bloc déplacé se tenait donc un second chantier, invisible, occupé à écorcer, tresser et réparer sans relâche. Vient ensuite le geste décisif. Le traîneau amène le bloc au bord de la fosse, bas en avant, jusqu'à ce que le pied bascule dans le vide et vienne s'appuyer contre la paroi de pieux. La pierre repose alors en oblique, un tiers dans le trou, 2 tiers à l'extérieur. Des cordes passées à son sommet sont tirées par des dizaines de personnes, tandis que des leviers de bois actionnés à la base gagnent quelques degrés à chaque poussée, et l'on glisse sans cesse des cales pour interdire tout retour en arrière. À mesure que l'angle augmente, la charge diminue, et le bloc finit par tomber de lui-même dans la verticale, avec un choc que l'on devait sentir à travers le sol. La fosse est ensuite bourrée d'éclats de craie damée qui forment un blocage rigide autour du pied. La stabilité de l'ensemble tient dans un chiffre. Les montants les plus hauts s'élèvent à près de 7 mètres au-dessus du sol et plus de 2 mètres supplémentaires demeurent enfouis. Près d'un quart de chaque pierre a été taillée, transportée et dressée pour rester invisible à jamais.
Cette proportion n'a rien d'un excès de prudence, et le fait que la plupart de ces blocs soient encore debout après 4500 ans en constitue la démonstration. Restait la difficulté que rien ne préparait. Hisser les linteaux, ces dalles horizontales posées en travers du sommet des montants. Élever 6 à 8 tonnes à 4 mètres de hauteur pour l'anneau extérieur, une dizaine de tonnes à près de 7 mètres pour le plus grand des portiques intérieurs, sans grue, sans contrepoids, sans mécanisme, relève d'un autre ordre de problème que dresser un montant. Deux solutions sont défendues, et l'expérimentation a montré qu'elles fonctionnent toutes deux. La première consiste à monter, sous le linteau posé au sol, une cage de rondins empilée en couches croisées. On soulève un côté au levier de quelques centimètres, on glisse une pièce de bois, on passe de l'autre côté, on recommence. La dalle s'élève ainsi par cycle, portée par une tour de bois qui grandit sous elle jusqu'à être ripée latéralement sur ses appuis. La seconde emploie une rampe de terre et de craie sur laquelle le linteau est traîné jusqu'au sommet des montants, la rampe étant ensuite démantelée. Les volumes exigés sont considérables et aucune trace de rampe n'a été identifiée aux abords du cercle, ce qui donne un léger avantage à la cage de bois. Un détail achève de convaincre que ces gens raisonnaient en ingénieurs. Le sol du plateau n'est pas parfaitement horizontal. Pour que l'anneau de linteau forme un cercle rigoureusement de niveau à 4 mètres du sol, il fallait compenser ces différences en enterrant plus ou moins profondément chaque montant et en ajustant leur hauteur taillée. La couronne supérieure est plane à quelques centimètres près sur toute sa circonférence. Ce résultat suppose une visée horizontale de précision, obtenue sans instrument, probablement à l'aide de niveaux d'eau improvisés dans des rigoles ou dans des auges de bois. Aucun texte ne décrira jamais ce chantier, car le bois, les cordes et les rampes ont disparu sans exception. L'archéologie expérimentale ne prouve pas la méthode employée, elle établit seulement qu'elle était accessible à des hommes équipés de bois, de fibres et de leviers. Le reste tenait au nombre, à la coordination et à l'obstination de générations successives. Ce qui demeure sous nos yeux est un fait brut. Sur une plaine dépourvue de pierres, des agriculteurs ont dressé des blocs de 25 tonnes venus d'un autre paysage, les ont plantés dans la craie à plus de 2 mètres de profondeur et ont posé par-dessus une couronne horizontale de niveau à 4 mètres du sol. La force expliquait le transport. Elle n'explique pas à elle seule ce degré d'exactitude. Au sommet de l'un des montants intérieurs, à plus de 6 mètres du sol, se trouve une bosse de grès de la taille d'un poing. Elle est ronde, régulière, saillante d'une dizaine de centimètres, et elle a été obtenue en creusant patiemment toute la surface qui l'entoure. Depuis le sentier des visiteurs, elle est invisible. Elle n'a jamais été destinée à être vue par qui que ce soit, car elle devait disparaître dans le creux ménagé sous le linteau posé par-dessus. Ce tenon est aujourd'hui à nu, orphelin, parce que la dalle qui le retenait est tombée il y a des siècles. Il constitue la pièce la plus révélatrice de tout l'édifice. Le principe est celui d'un assemblage de charpentes. Sur la face supérieure de chaque montant, les bâtisseurs ont laissé une ou deux protubérances. Dans la face inférieure de chaque linteau, ils ont creusé des cavités correspondantes. Le linteau descend, les tenons entrent dans les mortaises et la dalle se trouve verrouillée latéralement. Le poids assure la stabilité verticale, l'assemblage interdit le glissement. Ce dispositif est celui que l'on emploie depuis toujours pour lier deux pièces de bois. Il a été reproduit ici dans un grès dont la dureté dépasse celle du granit sur des blocs de plusieurs dizaines de tonnes qu'il fallait présenter au millimètre près, en aveugle, à 4 mètres du sol pour l'anneau extérieur et à plus de 6 pour les grands portiques du centre. Le raffinement ne s'arrête pas là. Les 30 linteaux de l'anneau extérieur ne se contentaient pas de reposer sur leurs appuis. Ils s'emboîtaient les uns dans les autres. L'extrémité de chaque dalle porte une languette verticale, celle de sa voisine, une rainure de même profil. Bout à bout, ils formaient une chaîne continue. La couronne supérieure n'était pas une succession de pierres posées côte à côte, mais un anneau solidaire fermé sur lui-même. Ces linteaux, du reste, ne sont pas droits. Chacun a été taillé selon une courbe, convexe à l'extérieur, concave à l'intérieur,
afin que 30 dalles bout à bout dessinent un cercle véritable et non un polygone. Sur un bloc de 6 à 8 tonnes, obtenir deux faces courbes symétriques suppose que la géométrie ait été fixée avant le premier coup. Le cercle existait comme projet avant d'exister comme construction. Les montants eux-mêmes trahissent la même intention. Ils ne sont pas des piliers réguliers. Leur section diminue vers le haut et beaucoup présentent un léger renflement à mi-hauteur avant de s'affiner. Vus d'en bas, ils paraissent ainsi plus élancés et plus stables que ne le serait un bloc à parois parallèles. Cette correction optique porte un nom dans l'architecture classique, l'antasis, et les Grecs l'appliqueront aux colonnes de leur temple 2000 ans plus tard. Le plus troublant tient à l'outillage. Aucun métal, aucun ciseau, aucune scie, et le silex lui-même s'écrase contre un grès pareil. La taille a été obtenue par percussion à l'aide de boules de grès dures façonnées sur place. Des milliers de ces percuteurs ont été retrouvés autour du site, du petit galet tenant dans la paume à la masse de plusieurs dizaines de kilos qu'il fallait manier à deux mains. On ne coupe pas la pierre ainsi, on la pulvérise, grain après grain. Le travail se fait au son. Un coup mat, sourd, presque sans écho, suivi d'une poussière blanche très fine qui reste en suspension et se dépose sur les bras, les cheveux, les cils. La surface se creuse par cuvettes de quelques centimètres que le tailleur rattrape ensuite les unes aux autres. Une journée entière de martèlement fait disparaître l'épaisseur d'un doigt. Pour aplanir la face d'un montant de 7 mètres, il faut des mois. Une observation longtemps restée inexpliquée complique la lecture de ce chantier. La finition n'est pas la même partout. Certaines faces sont lisses, débarrassées de la croûte rugueuse qui recouvre naturellement le grès. D'autres, sur le même bloc, sont restées brutes. Les faces tournées vers le centre du cercle sont dans l'ensemble mieux travaillées que les extérieures. À la main, la différence est immédiate. D'un côté, une surface granuleuse qui accroche la peau, de l'autre, une pierre presque douce, tiède au soleil. Un relevé au laser réalisé en 2011 a cartographié ces différences avec une précision inédite, et le résultat a orienté la réponse. Le soin apporté à la taille n'est pas distribué au hasard. Il se concentre le long de l'axe du solstice, du côté par lequel on abordait le cercle en venant de l'allée de terre. Les pierres que voyait un visiteur arrivant par là ont reçu un traitement que les autres n'ont pas eu, leur croûte enlevée, jusqu'à faire apparaître un grès plus clair. L'ensemble n'était pas conçu pour être admiré de partout, mais depuis une ligne précise, et cette ligne est celle du soleil. Ce même relevé a mis au jour un second détail, invisible à l'œil nu. Sur la surface de plusieurs blocs se dissimulent des gravures, plus d'une centaine de représentations de haches à lame recourbée, ainsi que quelques armes à lame longue. Elles sont peu profondes, effacées par 4000 ans d'intempéries, et n'apparaissent qu'au laser ou dans une lumière très rasante quand le soleil bas creuse chaque relief du nombre. Leur style est celui de l'âge du bronze, ce qui les situe des siècles après l'érection des pierres. Des gens sont donc venus graver leurs propres objets sur un monument qu'ils avaient déjà trouvé, debout, ancien, hérité. Car le chantier n'a jamais vraiment cessé. Les monolithes gallois furent déplacés et réarrangés à plusieurs reprises entre 2300 et 1500 ans avant notre ère, si bien que l'édification du sanctuaire s'étale sur près de 15 siècles, plus du double du plus long chantier de cathédrale que l'Europe ait connu. Reste la question du sens, et elle se pose avec insistance à propos des tenons. Un linteau de plusieurs tonnes posé à plat sur deux appuis n'a aucune tendance à glisser. Le verrouillage ne répondait donc pas à une nécessité mécanique évidente. L'explication la plus partagée est aussi la plus humaine. Ces hommes savaient bâtir en bois, et ils bâtissaient beaucoup en bois. En passant à la pierre, ils ont transposé les gestes qu'ils maîtrisaient, non par ignorance des propriétés du grès, mais parce qu'un monument devait ressembler à ce qu'ils tenaient pour une construction achevée. Ils ont bâti une charpente éternelle. Le fossé du premier sanctuaire avait été creusé au bois de serre, ramassé sur le sol des forêts. 5 siècles plus tard, sur la même plaine, la même absence d'outils de métal se retrouve à l'identique, transposée dans un matériau qui résiste à tout.
de la pierre écrasée à la pierre, des mois de martèlement pour une bosse ronde de 10 centimètres et une couronne de 30 dalles courbes verrouillées les unes aux autres. La distance parcourue par ces blocs mesurait la volonté de ceux qui les ont amenés. La finesse de leurs assemblages mesure autre chose. Et cela ne se lit ni en tonnes, ni en kilomètres. Le jour le plus court de l'année, la lumière quitte la plaine par le bas. Vers le milieu de l'après-midi, le soleil descend déjà, énorme et rouge, à peine capable de réchauffer quoi que ce soit. Le sol est dur, l'herbe grise de givre, et le vent tombe souvent à cette heure-là, comme s'il attendait quelque chose. Depuis le centre du cercle, à l'époque où le monument était intact, on voyait alors ce disque glisser exactement dans une fente verticale, celle qui séparait les deux montants du plus grand trilithe, ce portique fait de 2 blocs debout, coiffé d'un troisième posé en travers. Entre ces montants, quelques dizaines de centimètres à peine. Le soleil s'y engageait, s'y amincissait, et disparaissait sous l'horizon dans l'ouverture la plus étroite du sanctuaire. Ce n'est pas un hasard, et c'est le seul point du dossier qui ne souffre aucune contestation. L'axe du monument est réglé sur le soleil des solstices à moins d'1 degré près, et il fonctionne dans les deux sens. Vers le nord-est, il pointe le lever du soleil au jour le plus long. Vers le sud-ouest, son coucher au jour le plus court. Une seule ligne, deux directions, deux moments de l'année qui se répondent. En dehors du cercle, sur la même ligne, se dresse un bloc de grès que les bâtisseurs n'ont pas taillé. Il est resté brut, haut de près de 5 mètres, pesant une trentaine de tonnes, incliné vers le monument à près de 80 mètres du centre. En 1979, des travaux menés à son pied ont révélé une fosse jusque-là inconnue, qui avait tenu une seconde pierre aujourd'hui disparue. Les deux blocs formaient une paire, et le soleil du solstice d'été se levait dans l'intervalle qui les séparait, encadré comme dans un viseur. Une difficulté surgit ici. Tout, dans l'usage moderne, désigne l'été. Ce sont les nuits de juin qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes autour des pierres. Or, les traces laissées par les bâtisseurs eux-mêmes pointent obstinément dans l'autre direction, vers le cœur de l'hiver, vers la journée la plus sombre et la moins hospitalière de l'année. La réponse est venue du paysage, non des pierres. Depuis l'entrée nord-est, par une allée de terre longue de près de 2,8 km, bordée de 2 talus dont l'écartement varie d'une douzaine de mètres à plus de 30. Elle suit d'abord l'axe du soleil, puis oblique vers l'est, contourne une crête et redescend jusqu'à la rivière Avon. Aménagée vers 2300 ans avant notre ère, elle n'a jamais eu de fonction pratique. Aucun chemin ne fait ce détour pour une distance que l'on couvre en droite ligne. C'est un itinéraire imposé. L'expérience de cette montée reste saisissante. En remontant l'allée depuis la rivière, on marche longtemps sans rien voir. Le terrain s'élève doucement, la ligne d'horizon reste vide, et le monument demeure invisible jusqu'au dernier instant. Puis la crête est franchie, et l'ensemble apparaît d'un seul coup, entier, à quelques centaines de mètres, dans l'axe exact du regard. Ce dévoilement brutal a été construit. On ne le doit ni à la chance, ni au relief. À l'autre extrémité de l'allée, des fouilles menées en 2008 et 2009 ont mis au jour un monument dont personne ne soupçonnait l'existence. Un cercle d'une dizaine de mètres de diamètre, 25 fosses, et dans ces fosses, les empreintes caractéristiques de monolithes gallois. Il fut érigé vers 3000 ans avant notre ère, puis entièrement démonté quelques siècles plus tard, ses pierres emportées ailleurs. La rivière n'était donc pas une limite du sanctuaire, elle en était une porte. Cette porte ouvre sur un vis-à-vis remarquable. Le grand village de la vallée possédait lui aussi son allée descendant vers la même rivière, empierrée de silex, et ses cercles de bois, dont l'un ouvrait face au lever du soleil du solstice d'hiver, dans la direction rigoureusement opposée au coucher visé par les pierres. Deux monuments, deux allées, une même rivière entre eux, et une même journée lue depuis chacun des deux côtés. Le modèle le plus discuté depuis 20 ans propose une lecture d'ensemble. Le bois, matière vivante et périssable, aurait appartenu au monde des vivants. La pierre, inaltérable, à celui des morts et des ancêtres. Le rassemblement de la saison froide se serait tenu du côté des maisons,
Puis un cortège aurait descendu l'allée, suivi la rivière, remonté l'autre allée pour aboutir au cercle au moment où le soleil s'éteignait dans la fente du grand portique. Plusieurs chercheurs jugent cette reconstitution trop harmonieuse pour être vraie. Aucun ne conteste en revanche les faits qui la portent. Les deux allées existent, les deux orientations existent, la rivière les relie. Autour de ce dispositif, le paysage s'est peuplé de morts. Les siècles suivants ont couvert les crêtes voisines de tumulus circulaires, par centaines, groupés en file sur les lignes de hauteur, presque toujours à l'endroit d'où ils se découpent sur le ciel, vu depuis la plaine. Au petit matin, quand la brume tient encore dans les creux, ces bosses régulières apparaissent en silhouettes sombres tout autour de l'horizon, en cercle, tournées vers le même point. La sensation ressemble moins à celle d'un cimetière qu'à celle d'une assemblée. L'un de ces morts venait de très loin. À 5 kilomètres du cercle, une tombe fouillée en 2002 a livré le mobilier funéraire le plus riche de la période découvert en Grande-Bretagne. Poignards de cuivre, brassards d'archer et les plus anciens objets d'or connus du pays. Les dents de cet homme, mort vers 2300 ans avant notre ère, indiquent une enfance passée dans une région bien plus froide, très probablement au pied des Alpes. Il avait perdu une rotule et marchait avec une infection osseuse et une douleur permanente. Il avait pourtant traversé l'Europe pour finir sa vie en vue de ce monument. Reste la journée elle-même, et la réponse tient dans la nature de ce que l'on célébrait. Au solstice d'hiver, le soleil cesse de reculer. Sa course qui s'abaissait chaque jour un peu plus vers le sud depuis 6 mois s'arrête, se maintient quelques jours au même point, puis repart en sens inverse. Pour une société agricole sans calendrier écrit, il n'existe pas d'événement plus lourd de conséquences. C'est le moment vérifiable où l'année recommence et où la lumière s'engage à revenir. Célébrer cela au milieu des ancêtres, dans le seul monument bâti pour durer, a une cohérence que l'été n'a pas. L'ensemble compose alors une seule construction, dont le cercle n'est que le noyau. Des pierres arrachées aux extrémités de l'île, dressées sur une plaine qui n'en produisait aucune, alignées sur une ligne tracée par le soleil, reliées à une rivière par une allée cérémonielle, entourée d'une couronne de morts posée sur l'horizon. La distance disait d'où venaient ces gens. Le paysage, lui, disait ce qu'ils faisaient ensemble une fois arrivés. La nuit du 31 décembre 1900, une tempête balait la plaine. Le vent d'ouest passe sans obstacle sur le plateau, la pluie tombe à l'horizontale, et vers minuit, un montant de l'anneau extérieur, incliné depuis des générations, cède enfin. Il s'abat avec son linteau. Au matin, une brèche s'ouvre dans le cercle là où la couronne était encore continue. Ce fut la dernière chute du sanctuaire, et elle changea tout. À cette date, le site appartient à un propriétaire terrien. Il n'existe ni gardien, ni clôture, ni règle. On y accède librement, on y pique-nique, on y grave son nom. Une tradition tenace veut que l'on ait pu louer un marteau dans le bourg voisin pour emporter un éclat de grès. Rien ne l'a jamais démontré, mais les dégâts sont bien réels. Le relevé au laser a montré que les arêtes autrefois finement taillées du linteau, tombées en 1797, ont été arrondies pendant les 160 années passées au sol. Cette indifférence a une longue histoire. Au XIIe siècle, une chronique attribue le transport des blocs à l'enchanteur Merlin, qui les aurait arrachés à l'Irlande par magie. Récit littéraire sans le moindre appui archéologique, dont la seule valeur tient à ce qu'il conserve le souvenir que ces pierres venaient d'ailleurs. Dans les années 1620, un architecte royal conclut à un temple romain, jugeant qu'aucun peuple antérieur n'aurait pu concevoir un tel plan. Pendant des siècles, l'Europe savante a regardé le cercle sans pouvoir le dater. Le tournant est administratif avant d'être scientifique. En 1882, le premier texte de loi protégeant les monuments anciens du pays entre en vigueur, et le cercle figure sur la liste initiale. La chute force ensuite la main. Dès l'année suivante, le plus grand montant du fer à cheval intérieur est redressé et calé dans du béton. Le site est clôturé et l'entrée devient payante. Puis vient l'épisode le plus improbable de cette histoire. En 1915,
Le domaine est mis aux enchères. Un avocat de la région présent dans la salle emporte le lot pour 6 600 livres. Il déclarera plus tard avoir agi sur une impulsion, jugeant qu'un habitant du pays devait l'acquérir. 3 ans plus tard, il en fait don à la nation. Le monument cesse ce jour-là d'être une propriété privée. Restait à le remettre debout, et c'est ici que se loge le fait le plus déroutant du dossier moderne. Une part importante de ce que le visiteur contemple aujourd'hui a été redressée au XXe siècle. Les campagnes de 1919 et 1920, puis celles de 1958 et de 1964, ont relevé des pierres tombées, redressé des montants inclinés, reposé des linteaux et coulé du béton au pied de nombreux blocs. Le grand portique effondré au XVIIIe siècle a été remonté, la brèche ouverte par la tempête refermée. En photographie, la différence entre le cercle de 1880 et celui d'aujourd'hui saute aux yeux. Le premier est une ruine affaissée, le second une architecture lisible. Ces travaux n'ont rien de clandestin. Chaque relevage s'appuyait sur les fosses d'origine retrouvées en fouille et sur les inclinaisons mesurées avant intervention. Les pierres ont retrouvé leur emplacement et non un emplacement inventé. Il n'en reste pas moins que la verticalité impeccable de plusieurs montants doit autant aux ingénieurs du XXe siècle qu'aux bâtisseurs du néolithique. La suite relève de la protection d'un paysage plutôt que d'un objet. En 1986, le site est inscrit au patrimoine mondial avec un autre grand ensemble mégalithique de la même région. Pendant des décennies, une route passa pourtant à quelques dizaines de mètres des pierres, si près que le bruit des moteurs couvrait la voie des guides. Elle fut fermée et rendue à l'herbe en 2013. Le grand axe routier qui longe le sud du site devait, lui, disparaître dans un tunnel. Le projet, débattu pendant près de 30 ans, a été abandonné en juillet 2024 et son autorisation révoquée en mars 2026. Le trafic est toujours là, à portée de regard. Chaque année, au solstice, la barrière tombe. Des dizaines de milliers de personnes entrent librement dans le cercle, y passent la nuit, attendent le lever du jour au milieu des pierres. Le sol vibre sous les pas, les tambours résonnent contre les grès, et l'on peut poser la main sur une surface que le soleil n'a pas encore réchauffée. Cette célébration est récente, née voici un peu plus d'un siècle, sans continuité avec la préhistoire. Elle n'en est pas moins devenue un fait du lieu. Après 4500 ans, ce sanctuaire reçoit encore des foules le jour où le soleil s'arrête. Le temps est venu de reprendre la question du début. La première moitié de la question portait sur la manière. Comment dresser des pierres de 25 tonnes sans roue ni métal? La réponse est aujourd'hui solide et ne comporte aucune part de mystère. Des traîneaux glissant sur des rails que l'on déplaçait sans cesse, des câbles d'écorce tressés, des leviers, des fosses à parois inclinées garnies de pieux, des cages de rondins montées sous les linteaux, et par-dessus tout des centaines de personnes travaillant en hiver pendant des générations sous une coordination dont témoigne la précision du résultat. L'hypothèse d'un transport par les glaces ne résiste plus aux analyses de sédiments. Ces pierres ont été déplacées par des bras humains, probablement aidés par des attelages de bœufs. La seconde portait sur la distance. Pourquoi aller chercher une dalle à 750 km? Parce que, pour ces gens, une pierre n'était pas un matériau, elle était un lieu, une communauté, une lignée, quelque chose que l'on transportait avec soi. C'est la seule explication qui rende compte de l'anomalie centrale de ce sanctuaire. Sur plus de 900 cercles de pierre en Grande-Bretagne, il est l'unique à n'avoir rien pris à son propre sol. On y a rassemblé l'ouest gallois, les collines du sud et l'extrême nord de l'Écosse, comme on rassemble des invités. Un point, en revanche, demeure ouvert, et les spécialistes s'y opposent encore avec des arguments également sérieux. Ils portent sur la fonction même de l'ensemble, et 4 réponses tiennent le terrain. Pour les uns, un temple solaire, voué au culte de l'astre dont l'axe porte la trace. Pour d'autres, un instrument de mesure du temps, un calendrier de pierre fixant les dates qui commandaient les semailles et les fêtes. Pour d'autres encore, une nécropole avant tout, un monument aux ancêtres bâti autour de son cimetière. Pour les derniers, un acte politique, un monument d'unification réunissant les peuples de l'île en un seul lieu.
Ces 4 lectures ne sont pas nécessairement exclusives, et c'est précisément ce qui rend le débat difficile à trancher. Dites en commentaire laquelle vous paraît la plus convaincante, temple, calendrier, nécropole ou monument d'unification, et pour quelle raison. Je lis tout. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout sur une plaine sans pierre où des agriculteurs ont bâti l'impossible. Un pouce levé aide ce travail à trouver d'autres curieux, et l'abonnement vous évitera de manquer la prochaine architecture que nous irons interroger.